Tov. Alors, on a fini, Baruch Hashem B'Siyata Dishmaya. On a fini Perek Aleph. Maintenant, on est Perek Bet. Akoret Megillah. Les mafréa, c'est-à-dire il ne lit pas d'après l'ordre. Il lit les. Désordre. Oui, tu as raison. Comme les cheveux en désordre, la Megillah en désordre. Mafréa, il a fait par moi. Pas en ordre, en désordre. Les mafréa lo yatsa. Kira alpe. Kira targum. Bechol lachon lo yatsa. Il a lu par cœur ou il a lu en traduisant, c'est-à-dire, c'est pas qu'il a lu en français. Si elle était écrite en français et il lisait d'un texte en français, il n'y a pas de problème. Si elle était écrite sur du parchemin en français, il n'y a pas de problème. Mais si elle était écrite en hébreu, et il était dans les jours de Achashverosh, donc il a lu par cœur. Il n'a pas lu du texte. Lo yatsa. C'est ce qu'il veut dire. Kira alpe, même kira targum, ça veut dire il y a un texte, mais il le traduit, bechol lachon lo yatsa. Donc on dit Kira Targum. Kira'a, il a lu Targum. Non, il a lu le Targum. Non, pas écrit, il a lu Targum. C'est lu, il a lu. C'est lu, c'est lu. Kira'a bechol lachon. C'est pas écrit. Kira'a bechol lachon, c'est écrit. Alors ça aurait dû être Tirgem. Non, Kira'a Targum, il a lu en faisant Targum. Kira'a, donc en fait, il a lu la Megillah. Il faut savoir qu'à la base, c'est quoi le mot Targum? Targum, c'est le Vehamit Targem, un homme âgé. Les rabbins, même à l'époque, les rabbins, quand ils avaient 80 ans, un homme qui est âgé, il parle bas, à voix basse, il n'a pas la force. Il disait à voix basse les choses. Il y avait à côté de lui un homme qui a une voix énorme, qui dit tout ce qu'il dit à voix haute. Torjman, il a fait, bravo. Torjman, c'est les Tourgamim. Et il disait avoir donc le tirgoum, c'est pas forcément rien que traduire, c'est dire à voix haute. Kera'a targoum. Il a lu en targoum. C'est-à-dire il a entendu de quelqu'un, par exemple, tu peux dire Kera'a targoum, le Baal Koré, c'est un vieux monsieur. Il y a un homme, il ne sait pas lire du texte, mais il sait répéter. Et il fait mot à mot, simultanément, écrit. C'est pas bon. C'est pareil pour les Bechol lachon lo yatsa. Aval korin ota la lorazot belaz. Mais on le lit, voilà, tu vois. Korin ota la lorazot. Tu lis aux gens qui ne comprennent pas. Belaz, tu vois qu'on peut lire belaz, beloazit. Loez, c'est le mot loez. Betet Israël mi Mitzrayim, bet Yarakov, me'am loez. Loez, c'est une autre langue. Ve'aloez sheshama ashurit, ça c'est un chidouche, un grand chidouche. Il n'a rien compris en hébreu, mais il a entendu en hébreu. Il a été acquitté. Tandis qu'un Anglais qui entend comment on lit du texte, du parchemin en français, et il ne comprend pas le yatsa. Du parchemin, il y a des textes en parchemin. Tu peux écrire, en théorie, tu peux écrire. On ne connaît pas, mais peut-être à l'époque, ils étaient écrits. Moi, je sais qu'il y a des synagogues. Le rabbin, il fait bien. Des synagogues dans des coins perdus, en France, aux États-Unis. Les gens, ils viennent de très loin pour écouter la Megillah. Ça fait parmi les choses qui viennent. C'est des gens qui n'ont pas l'occasion toute l'année de venir à la synagogue. Le rabbin, il lit un chapitre. Le Baal Koré, il lit un chapitre de la Megillah. Le rabbin, il fait arrêter le Baal Koré, lui, il se tait. Et le rabbin, il explique dans la langue de l'endroit. Il explique et il continue. C'est pas un texte, c'est le Baal Koré. Non. Tant que c'est d'après l'ordre, il n'y a pas de problème. C'est Kral et Sirogin. Non, c'est quoi Ashurit Sheshama Ashurit. Ve'aloez Sheshama Ashurit. Il a été écrit de Ashurit. Il ne comprend rien du tout, il y a ça. C'est intéressant, il n'a pas dit Shema Ivrit. C'est quoi Shema Ashurit? Il faut comprendre c'est quoi Shema Ashurit. On n'a pas la langue Ashurit. C'est ça, on n'a pas la langue Ashurit, on a le Ktav Ashurit. Alors c'est quoi Aloez Sheshama Ashurit? Regardez pourquoi il dit Ashurit, c'est bizarre. Shon HaKodesh. Ici, ils disent que Re'e Le'il. Ah Re'e Le'il.
L'aile, c'est quoi? Ah, avant, oui, quoi? Plus loin. Non, avant. Qu'est-ce qu'il dit? Avant quoi? Quel DAF? 37. C'est 37 ici, c'est le. Non, c'est pas 37. C'est le commentaire. La question, c'est pourquoi elle s'appelle. Pourquoi il a dit Shema Ashurit? Elle n'est pas Ashurit. Chamesh. Chet Amud Bet. Et Arash Loshim Vesheva. Ah, c'est un. C'est dans ta Chet Amud Bet. C'est ce qu'on avait dit. On a vu déjà ça. Non, il y a un rang en bas. Alors il dit, voilà. Il y a un Rashi dans ma Masechet Sanhedrin. Il y a un Rashi qui dit que même l'hébreu s'appelle Ashurit, parce que ce n'est pas du mot assyrien, d'une Mahala, comme il dit le Rashba, mais Usheret Shebal Jonot. Non, c'est ça. Alors, Bedochak, c'est Dachouk, Aval, Emet. Valon si Shama Ashurit Yaza. Kira Sirugin. Il a lu et il a arrêté au milieu. Sirugin, c'est arrêté. C'est comme Soragim. De là vient le mot Soragim. Tu laisses un espace entre les barres. Sirugin, avec des espaces. Sirugin, Umit Namnem. Comment on dit? Somnolé. Umit Namnem Yatza. Ayakotva. Dorsha. Umagia. Im Kiven Libo Yatza. Un sofer, il doit copier d'une autre Megillah, d'un autre parchemin. Après la halakha. Tu es obligé d'avoir une autre écriture. Donc, il a copié la Megillah d'une autre Megillah et il dit Vaï, Bime, Ahashverosh. Ça lui prend du temps, 6-7 heures, mais il est. C'est quoi le Dorsha? Fait une drachot, il explique le commentaire. C'est Rouguignata. C'est pas F-Sec. Il est par lecture. Non, c'est les métargem. Il dit voilà, Corée, il dit Rashi, il explique comme ça. Et il continue. Il est ça. J'ai connu un Rav à Tel Aviv, le Rav de la Shruna des Temanim, Rabbi Yosef Tsouberi. C'était un sofer, Stam, Bechesed Elion. Au Yémen, les Juifs du Yémen, tu ne peux pas devenir sofer comme ça. Ce n'est pas en 2 mois. Je t'entraîne 3 ans que sur l'écriture des lettres. Ils ont pris en 3 ans, ils ont partagé 22 lettres avec les 5 dernières. Ça leur a fait 27. 1 mois et demi, tu fais que une lettre. Tu écris toute la journée une lettre. Après, leur écriture, elle devient comme l'écriture du Sefer Torah. Tellement ils s'entraînent. Tu fais 1 million de bêtes. Tu sais ce que ça veut dire? L'écriture du Yémen, les parchemins du Yémen, c'est les plus nets. Et les Sofrim, ils étaient tellement rapides, ils écrivent un Sefer Torah en 1 mois. Un sofer du Yémen, net. Alors, ce Rav Tsouberi, il a écrit des livres en halakha très importants. Il était à Tel Aviv, c'était le Rav de Shchonat Kerem HaTemanim. Aujourd'hui, c'est un quartier le plus riche de Tel Aviv. Mais Kerem HaTemanim, à côté du Chouk, à Carmel, plus bas, c'est le quartier le plus cher. Oui, autour des Français. Les Betsedek. Alors, c'était le Rav là-bas. Et il est venu à la synagogue avec sa Megillah. Il y avait un touriste américain, il s'est affolé de ça en écriture. Il lui a dit, je te l'achète, mais je dois partir, moi, aux États-Unis demain matin. Il a dit, attends, après pour lui. Il a dit, non, je la veux ce soir, après la lecture de la Megillah. Combien tu me donnes? Et je te donne $10,000. Et ok, tiens. Il a pris les $10,000. Il est parti à Bnei Brak. Il a acheté les parchemins. L'autre, il n'a pas voyagé finalement la nuit. Le lendemain, il vient à la synagogue, il le revoit avec une Megillah. Il a écrit la nuit la Megillah. Et est arrivé avec elle, cousu, à la synagogue. Tout. Et il est arrivé à la synagogue le matin avec sa Megillah. Ça vaut la peine de faire une nuit blanche pour $10,000. Oui, mais la capacité d'écrire. Mais il a une capacité d'écrire. Après, je vais vous montrer. L'écriture des Thémanim, elle est magnifique. Kitvé la Thémanim. Faites Ktiva Thémanit, vous allez voir comme c'est beau leur Sefer Torah. C'est les pros dans l'écriture, c'est les pros. Avant, ceux du Yémen. Moi, j'ai connu des sofrim comme ça. Moi, j'ai connu des sofrim marocains. J'étais assis avec la djellaba à Mahane Yehuda.
quand j'étais enfant, il y avait encore ça. Il y avait quelques sofrim qui vendaient des mezuzot au souk. Tu venais, tu dis j'ai besoin de 5 mezuzot. Le gars, il a sur sa main une plaque en bois comme ça, attrapée avec un truc en cuir. Il écrit, il prend le morceau de parchemin et il écrit des petites mezuzot de 10 cm comme ça. Tu lui payes, tu prends la mezouza. Quand il écrit sur place, il attend, il y a quelqu'un qui dit va faire tes courses, reviens dans combien tu veux, 3 mezuzot dans 60 minutes. En 20 minutes, il écrit la mezouza. Et il écrit Avec toutes les chromotes, les lettres et tout. non, tu auras ta haute. C'est ça. Oui, ça c'est Ktav Temani, exactement. Vous avez vu le P comme il est beau? Alors voilà, ça c'est une écriture Temani typée. Regardez leur P, comment il a l'air. Ils font un P dans un P. Le P. Un P dans un P. Oui. Pourquoi? C'est la manière de. Vous voyez? Fermé. Chez les Ashkénazes, par exemple, ils font un bet dans le P. Et ils font un P dans un P. Bon, il y a beaucoup plus beau que ça. Moi, je prie avec des témoignages à la synagogue. Ils ont des Sefer Torah très lourds. Ils écrivent sur du parchemin de cerf. Ah oui, on en a à Strasbourg. Rien que pour lever le Sefer Torah, du cerf. C'est impossible à faire la Pour faire la Agba, c'est on se met à deux, en 30 général, kilos. un qui C'est est 30 pour, kilos. lever. Même. Non, ça passe pas les gros. Bon. Sur du sel, c'est Ouais. Il est noir, enfin il est très foncé. Alors, il a dit, alors voilà, alors, Yatsa, Ayakotva, Dorsha, Omegiaim, Kiven, Libo, Yatsa. Vim, Lavlo, Yatsa. Ici, il n'a pas été Mechaven. Lui, il fait que pour écrire. Finalement, il a dit, tu sais quoi, je vais écrire la Megillah, 3 chapitres, 4 chapitres. J'ai eu le temps, j'ai 4 heures. Demain, je dors, c'est pourri, je bois, donc je peux faire la nuit blanche. Finalement, il a eu une siata d'Ishma, il a écrit vite. Il dit, tu sais quoi, j'ai fini toute la Megillah, j'ai été acquitté par la lecture. Non, tu n'as pas été acquitté. Il n'avait pas l'intention. C'est ce qu'il dit, il faut l'intention. Aya Kodva, Dorsha, Omagia, Im Kiven Libo Yatsa, Im Lavlo Yatsa, comme Kriyat Shema. Aïta Ketuva, Bassam, Besikra, Bekomos, Bekankantom, Ala Neyar, Ala Diftara, Lo Yatsa, Chete Ketuva, Ashurit, Ala Sefer Ubidio. Là, on fait une divrei Shalom Ve'emet. Ça doit être écrit comme une mezouza. Les mêmes halachot de la mezouza. Dans la Torah, on demande les règles pour écrire un Sefer Torah. La règle principale, c'est les Maran Yaramod Yamim Rabim. Quand tu écris une parole de Torah, ça doit retenir le plus longtemps possible. Donc sur quoi? Sur du parchemin. Papier, non, ça s'abîme. Ça se décompose plus vite. L'encre, la qualité de l'encre, c'est Dio. Il y avait d'autres encres qui étaient simples, comme Komos, comme Kankantom, qui étaient rouges, comme Sikra, vert. C'est la qualité de quoi? De l'encre. Tout ça, c'est mentionné dans ma série de Gittin. Komos, Kankantom, Sikra, c'est de l'encre qui ne tient pas bien. Il y a de l'encre qui est très très beau pour l'aspect, mais il ne tient pas bien. Comme Komos. Le Komos, tu mélanges de la graisse, de la cire, de la graisse. La grenade, c'est bien. Les pots de grenade, c'est pour attraper. On met de l'acide. Justement, quand tu veux faire une peinture sur un mur, il faut savoir la manière comment ça colle les matières. Si tu prends par exemple de l'huile, elle ne colle pas sur du plastique. Tu mets de l'huile sur de l'huile, ça ne colle pas. Alors il faut toujours quelque chose qui lie. Pour attraper bien sur du parchemin, il faut savoir comment faire. Alors il faut un encre adapté. C'est pour ça que l'encre, ce n'est pas tous les encres qui sont cachères. À part ça, il faut minamutar beficha. Il faut que l'encre soit d'une matière, tout ce qu'on écrit, ça doit être quelque chose qui est autorisé à manger. Si tu mets par exemple de la graisse de porc dans tous les stylos que vous voyez, les stylos, il y a toujours une couche d'encre derrière, de graisse. Dans le stylo, vous voyez, toujours les stylos que vous prenez, il y a de l'encre dans ce petit tuyau. Et en bas, il y a de la graisse pour éviter que l'encre elle tombe en bas, une graisse en sorte de gelée comme ça. C'est de la graisse. Même dans l'encre, on mélange de la graisse.
Pourquoi? Pour que dans l'habit, surtout dans les stylos à billes, pas dans les stylos à plumes, dans tous les stylos à billes, toujours tu as de la graisse dans l'encre pour que la bille, elle tombe facile et elle fait sortir facilement. C'est pour ça. Hein. Et ça ne tient pas. C'est pour ça que vous pouvez prendre un stylo à billes, prenez votre doigt, vous faites sur le papier, vous l'effacez. L'encre de Chine, elle n'est pas cachée. On ne sait pas les mélanges. Non, parce qu'ils mettent des on ne connaît pas, on ne sait pas. Des crustacés, enfin, c'est. Peut-être. Ils mettent. L'idée, encore une fois, si c'est fait minamoutar befira, c'est cachère. Quand c'est synthétique à 100%, c'est cachère. Quand c'est pas synthétique, et même quand c'est synthétique, il faut savoir qu'elle tient. Il y a des paramètres pour tenir. À l'époque, les sofrim en Pologne, il faisait froid là-bas. Il faisait froid. Et ils avaient, en Pologne, ils avaient il faisait froid. Et leur qualité des peaux, il n'y avait pas des gens qui savaient bien travailler le parchemin. Quand ils écrivaient avec la plume chez les Ashkénazes. Pas avec le roseau comme les Séfarades. Les Séfarades écrivent avec le roseau, écrivaient. Aujourd'hui, plus personne. C'est difficile d'écrire avec un roseau et faire bien. D'après la halakha, Méhouda, c'est avec un roseau. Avec une plume. Aujourd'hui, il y a plus que ça. Il y a une plume qui s'appelle... elle est faite en pierre. Elle est faite en pierre. Elle est faite en pierre. En céramique. En céramique. Il y a un gars à Haïfa qui a inventé ça. Elle fait en céramique. Ça s'appelle Kolmous Shamir. Il vend à 800 shekels, 700-800 shekels la plume. En fait, tu vas chez lui, il prend ta main, il te donne le stylo, il te dit écris-moi. Tu écris. Et il y a un capteur sur ta main, en fait, qui comprend la manière comment tu écris. Et selon ça, il te fait sortir la plume. La taille est différente selon la manière comment tu attrapes ta main. Et c'est fait en céramique. Si ça ne tombe pas par terre, si ça tombe par terre, chat, c'est où? C'est parti. 800 shekels partis à la poubelle. Mais sinon, elle ne s'abîme pas, même si tu écris, c'est en céramique. Et avec ça, ils écrivent. Et tu peux faire avec ça les tagim. Il y a des post-it qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a maintenant, aujourd'hui, beaucoup qui écrivent avec une plume en métal. Le Rav Mordechai Eliaou, il a dit que ce n'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ça grave dans le parchemin et l'encre, il vient après. Donc, il dit c'est de l'encre sur une autre écriture. Beaucoup de rabbanim, ils ne sont pas d'accord avec lui, les rabbanim sfarad. Chez les Ashkénazes, ils écrivent avec une plume. Maintenant, il faut savoir, même la plume, c'est hyper léger. Une plume, tu ne peux pas... Il faut la chauffer un peu à côté du feu et faire attention quand tu la tailles. Il ne faut pas la faire trop fine, il ne faut pas la faire trop épaisse. Il faut savoir, il y a une plume pour faire les tagim et il y a une plume pour écrire. Alors, quelle plume on prend? Une plume de canard. Et comment la couper? C'est un art entier. Comment tailler une plume? Faites après sur YouTube. Note ça pour le Sefer Torah. Vous allez voir comment ils font. Combien de types, même pour les roseaux. Tu prends le roseau pour le rendre dur, pour ne pas qu'il y ait des fissures, il faut le brûler. C'est plus difficile de tailler un roseau. Oui, alors justement, quand tu as taillé, tu prends, il craque, tu sais, il tire le parchemin, c'est pas lisse. Donc, il tire. Alors, eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient en Pologne? Ils ont trouvé ça des sofrim en Allemagne, à l'époque, il y a 300 ans. Ils prenaient de la graisse, ce qu'ils appellent aujourd'hui méclaf. Aujourd'hui, ils font autrement. Ils mettent sur le parchemin, ils mouillent le parchemin avec et le font sécher. Donc, il y a une couche de graisse qui a rempli tous les trous. Et après, ils passent la plume et c'est un papier lisse. C'est comme la table. Vous voyez comment c'est lisse? Tu écris et ça attrape légèrement. Il y a eu beaucoup des post-kim qui ont dit que ce Sefer Torah, il n'est pas soumis. Pourquoi? Parce qu'après 20 ans, la lettre, elle tombe. Elle se casse. Comme elles n'ont pas pénétré, elles n'ont pas attrapé dans le parchemin, elle tombe. Le Shvut Yaakov, il a autorisé. Beaucoup d'autres post-kim, ils ont interdit. Comment on reconnaît ces Sefer Torah? Tu peux les reconnaître, il y a le parchemin qui reste toujours blanc. Même après 10 ans, 15 ans, il reste blanc. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis cette couche de graisse. C'est comme s'il était en... Comme quand on met un papier dans le...
Sous-plastifié. Plastifié, hein. Ouais, un truc comme ça. Mais un Sefer Torah, il est forcément L'éminatia. noirci. Ouais. Hein? Forcément, il noircit. Forcément, il noircit, bien sûr. Un parchemin, il noircit. Quand tu vois qu'il est resté blanc, il a 15 ans, tu sais qu'il est mâchoire. Ah ouais. Il y a beaucoup de postim qui ne lisent pas dans Parashat Zachor. Ils disent, le Rav Yosef, il dit que c'est caché. Par un Bediavad, il dit que c'est caché à la Khatriva. Mais beaucoup de postim d'aujourd'hui, ils disent, c'est même pas caché Bediavad. Quand on achète chez des sofrim qui ne sont pas Yereshamaim, des mezuzot, le sofer, il veut écrire vite, il chronomètre à la montre. Il faut savoir que quand il a un parchemin qui n'est pas mâchoire, c'est 2 fois plus de temps pour faire une belle lettre, pour bien attraper. Moi, j'écrivais avec un canet, avec un roseau. Donc, c'est plus facile. Mais quand tu écris avec la plume, ça t'abîme la plume. Parce que ça tire. Il faut faire vraiment léger. Ce n'est pas tout le monde qui sont doués, qui sentent avec la main le niveau, combien il faut appuyer Toda, combien il faut appuyer sur la plume. Et les gens, ils veulent se faciliter la vie. Une mezouza, au lieu de l'écrire à 2h30, 3h, il écrit en 1 heure, il a récupéré ses 150 shekels là-dessus. Pourquoi il va se prendre la tête? Alors, il faut faire attention que ce ne soit pas mâchoire. Moi, je remarque tout de suite. Je vois rien que la couleur du parchemin. Je te dis, il est mâchoire ou il n'est pas mâchoire. Il y a maintenant un nouveau produit qui est sorti, qui s'appelle Meiklaf. Il y a beaucoup de poskim qui ne sont pas d'accord même avec le Meiklaf. Ils mettent comme une sorte d'alcool sur le parchemin pour le rendre lisse. Et ça aussi, ce n'est pas les khatriva. Ils font ça, c'est pas bon. Quand tu achètes le mâchoire, combien de fois moi j'ai vérifié des parachutes de tefillin? À l'époque, c'était, vous savez, en Israël, à l'époque, ils voulaient donner de la parnassa dans les marbarot à tous les sofrim qui venaient du Yémen. Ils le ramenaient. L'armée, elle achetait. L'armée, à l'époque, l'armée, elle offrait des tefillin aux soldats. Elle donnait tout. Depuis le rasoir jusqu'au tefillin. Alors l'armée, elle achetait les parchemins. Elle avait des sofrim pour faire, au lieu de faire l'armée, eux, ils écrivent. Ils ont mis Louim, ils écrivaient, ils sont même, on leur donne quelque chose. Et ils écrivaient. Et il y a des tonnes, ils écrivaient maintenant pour faciliter. L'armée, elle voulait vite. Ça veut dire l'armée, elle disait à quelqu'un, toi, tu dois me donner 4, 5 parachutes par jour. Ils écrivaient. Quand c'était les tefillin d'avant, les tout petits, avec la main, vous les pliez. C'était même pas du cuir, c'était du parchemin coupé, comme on faisait quand nous on était petits. Vous vous souvenez, quand on nous a appris en classe comment faire des boîtes, eux, ils prenaient le parchemin, ils collaient une couche de parchemin sur une deuxième couche de parchemin, ils le coupaient en forme de baït, ils mettaient à l'intérieur dans le carré un autre baït collé avec la colle, ils pliaient 2 couches de parchemin, après ils faisaient la peinture en noir, ils faisaient un relief sur un côté de Chine, sur l'autre côté, et c'était comme ça, c'est tout en morceaux. Quand vous le prenez, c'est... Et après, pour faire en bas l'espèce de boîte pour que ça tienne, pour que la soie elle passe, ils commandaient d'une usine en Turquie qui fabriquait des chaussures, de leur faire des carreaux en cuir, et ils attrapaient avec des trous comme ça. C'était comme ça tous les tefillin de l'époque. C'était des tefillin que d'après beaucoup de poskim, elles ne sont pas cachées. C'était les années 40, 50, les gens n'avaient pas d'argent. C'est caché, c'est pas passé. À Jérusalem, il y a eu un Rav Ashkenaz, Tzadik Gamo, il s'appelait Rabbi Netanel. Et lui, il a essayé de penser tous les tefillin qu'on a aujourd'hui, Behema Gassa, c'est grâce à lui. Toute sa vie, il est parti chercher chez des spécialistes comment on peut faire d'une peau de Behema Gassa, faire des moules pour faire nos boîtiers de tefillin bien carrés. Nous, notre tefillin qu'on a aujourd'hui, mon cher Rabbeinu, il n'avait pas des si belles tefillin. Tellement il a mis de sa vie là-dedans, qui s'appelait, sa famille jusqu'aujourd'hui, la famille Tfilinski. Tfilinski. Rabbi Netanel Tfilinski. Voilà. Ça a l'air. Ça, c'est les. Alors, ça, c'est. Vous voyez, regardez, vous pouvez voir les étapes suivantes. Comment on fait? Du moment où on fait rentrer la peau dans le moule, et après, comment on colle. Faites passer, montrez. Comment on colle et comment on fait passer les étapes suivantes, comment on fait jusqu'au moment où ça arrive, où ça devient une boîte. Il faut savoir que quand vous payez cher les boîtiers des tefillin, des boîtiers des tefillin, ça commence de Mehoudar, ça commence depuis 600 shekels.
600, 650, le boîtier au sofer. Pourquoi? Parce qu'il y a 50% de chute. Ça veut dire que tu abîmes. Un trou, c'est parti. Il faut qu'il y ait, dans les 4, il y a beaucoup de menteurs aussi dans les tefilines Gel Roche. Ça, c'est un super. Il vous explique tout quand Oui, ben, tout le monde y fait ça aujourd'hui, c'est la grande mode. Ouais. Ça. Qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, quand on achète des gens payés Réchamayim, vous savez que par exemple, je vous donne un exemple, puisqu'on est là, c'est déjà le moment pour expliquer. Dans les tefilines Gel Roche, on a 4 boîtiers dans un boîtier. Tefilin chez Yad, on a un boîtier, c'est le même contenu, le même texte. c'est le compartiment. Exactement. Non, mais ce n'est pas des compartiments. Ce sont des chambres de tefilin qui sont collées ensuite avec un vacuum. Vous savez que votre tefilin, si vous faites comme ça, vous les séparez et ça abîme. Ils font avec une pression. Tout ça, c'est ces méthodes à lui du Rav Tefilin, qui comment le faire et comment tailler. Et des fois, malheureusement, comme ils font les boîtiers, ça se déchire au milieu. Quand le sofer, il n'est pas Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait? Le gars qui a fabriqué le boîtier, il colle avec de la colle. Et à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une sorte de perceuse et il fait des traits artificiels, comme si c'est 4. Ce n'est pas 4 en fait. Quand tu ouvres les filines pour vérifier, tu vois qu'il n'y a que 2, qu'il n'y a que 3. C'est pour ça qu'on demande pour d'autres à dater, faire que les filines doivent être séparées depuis le haut du boîtier jusqu'en bas. Tu peux prendre un fil, tu passes jusqu'en bas. S'ils ne passent pas, il y a beaucoup qui font. Ils n'ont pas de bonne technologie. Ils veulent jeter moins de peau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font que jusqu'à la moitié. Ou bien rov paroud. Ils ne font pas jusqu'en bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils complètent. Ils prennent le truc, ils rentrent dans la pression. Et puis après, ils font un trait artificiel sur le cuir. Et toi, tu crois que c'est 4. Mais ce n'est pas 4. Alors, il faut toujours demander paroud ad atefer. Moi, c'est ce que je tiens toujours. Paroud ad atefer. C'est le plus important. D'après Shulchan Aruch, sinon, ce n'est pas caché. Ça doit être paroud jusqu'en bas. Ça, c'est le bait. Et bon, il y a beaucoup. C'est pour ça que c'est tellement important d'acheter des tefilines chez un homme Yerushalayim. Et de ne pas acheter, quand vous achetez des parachutes, on vous vend des tefilines 1200 shekels. Vous dites, ah, ce rabbin, c'est un voleur, il m'en a demandé 2000. Tu payes. Il n'y a pas. Un sofer, il a sa marge. Un sofer, le minimum, il travaille pour tant et tant de l'heure, admettons. Il y a le parchemin, il y a les lanières. Quand quelqu'un il fait des tefilines à 1200, 1300 shekels, il a économisé sur des lanières, il a pris des lanières Made in China. Il a pris des boîtiers qui ne sont pas pour d'autres d'affaires. Il a pris du parchemin écrit sur du clave mâchoire, que le temps c'est 2 fois plus vite. Il a écrit d'un sofer débutant qui commence à écrire. Il te donne une photocopie d'un autre feeling. Il sait que tu ne vas pas les vérifier. Et il te les vend. 1300 shekels. Toi, tu dis, ah, j'ai fait une belle affaire. Tu mets des feelings tout d'autres des fois. Tu ne sais même pas. Les gens qui vont les mettre une fois. Non, mais même un homme qui met une fois, est-ce qu'il ne mérite pas d'avoir des feelings cachés? C'est bon. Il faut voir que la date, elle convient. Ça, c'est le 13 du 6, il y a 3 mois. Des fois, combien de fois, moi, j'ai eu des gens, je vais vous montrer, voilà. Des fois, des sofers qui m'envoient des feelings. Bon, bah, je demande aux gens, tu as acheté des feelings? Ils me disent oui. Quand tu les as reçus? Maintenant. Montre-moi la feuille. Il montre, voilà, ça, c'est une belle feuille. C'est quoi la feuille? Là, ça, c'est l'écriture. L'écriture, quand elle est petite, ça, elle est agrandie à 4 fois plus. D'accord? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois la date qu'il y a en haut. Pour qui ça a été écrit? Il n'y a pas un dor. Je veux, monsieur, que tu m'amènes le dor à mon nom. Je veux voir qui c'est qui a écrit, qui c'est la société qui a vérifié. Les tefilines doivent être vérifiées à la main par un scribe, comparaison lettre à lettre. Combien de fois on reçoit des tefilines psoulotes? Malheureusement. Des tefilines avec des mots en plus. Il y a des sofrim, ils ne sont même pas Yerushalayim. Ils entendent la radio quand ils écrivent des tefilines. Ils écrivent en torse nu parce qu'il fait chaud, il ne veut pas se concentrer. Des fois, tu entends, il dit, sauf que la hadashot, shalom. Ah ouais, il a écrit la radio. Il a écrit, bien sûr. Combien de fois j'ai vu des choses incroyables. À un moment, je travaillais. Moi, j'ai appris j'étais sofer. Après, je n'avais plus la force pour le dos. Donc, je suis parti. Pendant ça, je faisais des agaot dans les
vous avez des mezuzot qui arrivent, des tefilin. Incroyable. Et des fois, le sofer, s'il n'est pas Yerei Shamayim, il y a des choses que nous, on peut vérifier. Il y a des choses que tu ne peux pas vérifier. Il y a des choses que tu peux comprendre. Par exemple, je vois une mezouza. Je vois qu'il y a eu un mot entier qui a été effacé et qui a été réécrit. Quand il a été effacé. Il y a eu écrit un mot après et il est revenu en arrière et il a effacé. S'il n'a pas effacé les deux mots, c'est pas bon. Dans des tefilines, Kessidram, un sofer, quand il écrit les tefilines, il doit dire Areni Kotev Leshem Dushat Tefilin. Ensuite, quand il arrive à Hashem, il arrête, il prend sa plume. Areni Kotev Leshem Dushat Hashem. Ça, c'est Shulchan Aruch. Après, il vient le Kaf HaChaim. Il est maintenant nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu écris le Yud Ke Vav Ke, tu fais le Yud. Ensuite, dans le He, tu dois partager le He en deux. Et tu dois faire en sorte que dans les deux premières lettres, il y a déjà le Yud Ke Vav Ke. Tu fais un Vav. Ensuite, tu complètes un He. Yud Ke, et tu fais dans le He. Le pied du He, tu le tires comme un Yud en bas. Chilouké Avaya. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit que celui qui fait pas ça, il est maudit du ciel. Oui. Chilouké Avaya. Oui. Combien de mezuzot il y a moi, je vois 90% des mezuzot dans le marché, il n'y a pas de Chilouké Avaya. Shulchan Aruch, il n'a pas amené, donc Ami Omer Kacher. Même que ce n'est pas bien d'après Rabbi Shimon. Il n'y a pas de Chilouké Avaya, tu vois tout de suite. Comment on remarque? Tu vois sur le He qu'il y a deux forces dans le He, vous avez compris? Ça veut dire, il est partagé en deux. Tu vois deux fois la plume, le coup de plume. Tu peux voir. Un ordinateur ne peut pas voir. Non, un ordinateur ne peut pas voir. Non, en fait, c'est le trait, c'est ça? Le trait du en haut, le toit du He. Tu vois le toit, il a été repris en deux coups. Donc un trait comme ça, et après voilà. Le ta'amim, c'est le ta'am. Voilà, ici par exemple, on voit tout de suite qu'il y a eu Chilouké Avaya. Dans celui-là, ce sofer, il est Yerei Shamayim, ce monsieur. Lui, c'est Arizal. Il est Yerei Shamayim parce que dans le Shem Hashem, vous voyez, regardez bien sur le He, le premier He, il y a deux coups, il y a deux coups de plume en haut, au toit. Il y a deux coups, tu vois qu'il y a quelque chose qui déborde, un tout petit peu. Vous voyez comment ça? Il y a deux reprises de la lettre, ça veut dire qu'il a été écrit la moitié et encore une Ça, moitié. c'est juste pour le gag. Juste pour le gag du He, du premier He. Et le dernier He, il y a un Yud en bas, regardez, une forme de Yud. C'est difficile à voir, mais on voit. Mais quand vous avez compris une fois, ça y est, vous voyez tout de suite. C'est bizarre parce que le premier, il a fait une jambe qui va. Oui, c'est le Yud. Ben oui, c'est le Yud. Il y a en dedans Yud Ke Vav Ke. Le deuxième est droit. C'est ce qui s'appelle Chilouké Avaya. Chilouké Avaya. Les gens, il y a des sofrim que je leur dis, tu fais Chilouké Avaya, me dis c'est quoi Chilouké Avaya? Je dis, tu n'as pas appris Chilouké Avaya. Pourquoi il a appris Mishnah Bura, il n'a pas appris Kol Yaakov, il n'a pas appris le Kavanah du Hari Akadosh. Un sofer, il doit être Yerei Shamayim. Et tu sais que ça veut dire un sofer qui a écrit des mezuzot toute sa vie, il a écrit des tefilin. Il n'a pas dit Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Rabbi Yaakov Bersera, il a pris un sofer, il a dit tu m'écris des tefilin. Je les écris, des kavanas, je veux que tu vas au mikvé, tu as un nid dibour, je te paye. Ma baya, combien il faut? Je te paye. Mais je veux les plus belles tefilin. Pas de dibourim au milieu, je veux que tu vas au mikvé. Il a dit une baya kvodarov. Il a écrit. Quand il est arrivé le sofer au dernier Shem Hashem, il a oublié de dire Areni Kotev Leshem Kedushat Hashem. Il y a son fils qui l'a appelé, il a oublié. Il n'était pas. Il était rara, il a dit maintenant je dois réécrire tout les tefilin de nouveau. Il ne pouvait pas juste remplir le repas. Il n'a pas fait, il a amené les parachutes chez Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov, il regarde les premières, il dit magnifique. Quand il arrive là, il dit Racha, tu n'as pas été Mechaven Shem Hashem. Et la blanche dit le sofer, il dit mais d'où vous savez? Il a dit je vois toutes les Shem Hashem brillants.
qui lance une lumière. Celui-là, il est obscur. Il ne donne pas de lumière. Tzadikim. Il voit le Shem Hashem. Expliquez là comment. Dans le hé, il fait le vav, c'est ça? Dans le hé, Il fait dans un le vav. yud vavke, le premier là, regarde, avant le tag qui est en haut, tu vois qu'il y a deux coups d'encre. Là. Il y a deux reprises. Regarde, un petit peu, tu vois ou tu vois pas? Mais le principe, c'est quoi? C'est de faire un vav. Vav aussi. Un vav. Après, tu complètes le hé C'est ça. pour avoir dans le yud premier, yud vavke. Nous, on ne fait pas toutes les kavanotes. Le Kaf HaChaim, il mentionne là-bas toutes les kavanotes. Il faut être mechaven. Il y a des sofrim. Et puis à Kabbalah, il y a le frère du Rav Shalom Cohen, c'était notre Rav à la Yeshiva, le leader du parti chasse. Son frère Rabbi Raphaël Cohen, Tzadik Yesod Olam. C'est un homme qui vit Beddochak. Il écrit 4 heures par jour pour sa parnassa. Pas pour faire de l'argent. Les gens, ils font la queue chez lui pour commander des tefilines. Quand l'enfant est né, ils font la brit mila, ils vont réserver les tefilines. Dans 13 ans, tu les reçois. Mon frère, c'était son élève adoré. Mon frère, quand il avait 7 ans, on était un jour assis. J'ai dit à mon frère, viens, on prend pour nos enfants les tefilines du Rav Raphaël. On l'a appelé. Ah, comment ça va mes enfants, tout ça. Il nous adorait comme ses enfants, maman. J'en allais chez lui, on habitait loin. Rav, on a parlé de vos tefilines. On veut des tefilines, 2 paires de tefilines pour nos enfants. On veut que c'est vous qui les écrivez. Et il dit, quel âge ils ont, vos enfants? Alors, on lui a dit, ils ont 6 ans, 7 ans. Il dit, si vous allez les commander, ça sera pour leur mariage. Il dit, moi, je ne peux pas, je prends pour 13 ans la commande. C'est comme le gagne. Et il est Yireh Shamayim. Et lui, il écrit. Pas trop, ça veut dire, il a son prix. C'est pas ça veut dire, il prend un peu plus que le marché, mais pas plus et pas moins. 3500, Non, 2500 C'est le shekels. prix 3000 maximum. C'est pas, il ne fait pas de fortune. C'est pas un homme qui a fait de l'argent de tefilin. Il a fait que pour nourrir. Et toute sa vie, il écrit Bikdusha ou Tahara. Et il a fait toutes les kavanos de Mekoubalim. Mais tu vas chez lui maintenant, je ne sais pas, il doit avoir 80 ans aujourd'hui. Pour encore 13 ans. Zéouzé. Et comment il sait qu'il peut prendre des crans? Il note, et tu payes qu'après. Son âge, hein. Non, mais il avance. Est-ce qu'on a le droit de prendre des avances? Il ne prend pas de rien du tout en Ah, avance. voilà, c'est ça. Il ne prend pas en avance. De toute façon, s'il a une paire de tefilines qui est libre, le Kaf HaChaim, aussi, c'était un sofer stam. En avance, ici, Il écrivait. Et Et ils écrivaient Bekdusha ou Tahara. C'est des gens que toute leur vie, ils veulent qu'il y ait des tefilines Kedoshot pour le Ham Israël. C'est une idéologie. Il écrit 1 heure par jour. C'est écrit que des sofrim. Ezra était scribe, il écrivait des Sefer Torah. Mais il faisait des Sefer Torah Kadosh pour le Ham Israël. Ils utilisaient quoi à l'époque? Les plumes? Non, pas de plume. Qu'est-ce qu'on- Canet. Dans ma Sechet Sofrim, c'est écrit Leolam yeh Adam rach kakane. Velo kaché kaerez. Sheare kane, kodvim bo Sefer Torah neshu rach. C'est un siman de Hanava. Le roseau, il penche. Et pour te dire que la Torah, elle est acquérie que pour quelqu'un qui baisse sa tête chaque fois. Alors, on écrit avec un canet. C'est minadine. C'est minadine d'écrire en canet. Le Rav Yaakov Yosef Zichrono Livracha, le fils du Rav Ovadia Yosef, il a dit qu'un Sfarad qui est parti chez un sofer, qui a dit, moi je te paye pour un Sefer Torah Meoudar, et il s'est avéré que le sofer, il a écrit en plume et pas en roseau, c'est Mekartaout, il peut annuler l'affaire. Pourquoi? Parce que c'est pas Meoudar, c'est pas canet. Le canet, c'est un hidour. Moi, j'écrivais en plume au début. Après, je me suis dit, je suis Sfarad, il faut que j'écrive. Mais Adrien, pourquoi je... Et c'était très difficile de trouver en Israël un bon roseau à l'époque. Il n'y avait pas de roseau. Il fallait prendre des roseaux comme ceux du Scar, les couper en 2 et tailler. Et tu attrapais la main. Ça te bousillait le... Parce que c'est pas rond. Non, c'est pas plus lourd. Alors un jour, je vais à Istanbul. Je marche dans les marchés d'antiquaires. Et je vois un libraire, un musulman très, tu vois, à l'islam avec les chaînes et les trucs. Et eux, à l'époque, chez les musulmans, il y avait la calligraphie et la lithographie. C'est très important parce que chez eux, comme ils n'avaient pas le droit dans l'islam de faire des dessins d'hommes,
ou d'animaux, parce que c'est lié avec la Avodazara pour eux. Il n'y avait pas le droit. Tu ne trouveras jamais dans une mosquée un dessin ni d'un animal, ni d'un homme, comme chez les chrétiens. Et c'était interdit dans tous leurs textes. Donc, ils avaient une très belle écriture. Toute la lithographie, les belles formes, c'est les musulmans pour remplacer justement la place des dessins. Et donc, lui, ce monsieur, c'est un spécialiste. Il vend toutes les choses pour la... Donc, je suis rentré chez lui, j'ai trouvé des plumes, des roseaux. Et c'est là-bas tous des gens qui font les Corans, les dessins. Et moi, je viens, je choisis le roseau, je regarde comment je peux tailler, je pense tout de suite, je vais prendre un roseau pour les grosses lettres, je vais prendre des petits roseaux pour les taggings. Et il voit que je choisis comme un connaisseur. Alors il me dit, tu peux me montrer l'exemple des Corans que tu écris? Je lui dis, non, je lui dis, Moussevi, je suis juif. Il y avait là-bas 2 Iraniens qui sont venus pour... ils se sont mis à hurler là-bas. Tu ne vends pas un juif. Il m'a vendu. Il m'a fait la tête. Mais j'ai trouvé des roseaux. Et comme après, quand je suis venu, j'étais tellement... Je ne pouvais pas écrire avec ça. Alors un jour, le Rav Amar, lui aussi, il était sophère avant d'être grand rabbin d'Israël. Quand il était avrech, il n'avait pas à manger. Lui, tous les gars avrechim ils ont tous essayé, ils sont tous passés par là. Il m'a dit, je veux m'écrire une Megillah Mehouderet, mais je n'ai pas de roseau. C'est compliqué, on ne trouve pas ici en Israël. Je lui ai dit, voilà, je vais vous offrir les roseaux que j'ai achetés. Je lui ai amené un paquet avec tous les roseaux. Il était heureux, il a écrit avec ça, cette Megillah. Ça, c'est le roseau. Le roseau, c'est... Pourquoi ça vous a dérangé? Ah, Quel était le problème? non, ça m'a... J'étais tellement choqué par leur comportement. Ils voulaient me frapper. C'était pas... Il y avait un conflit avec... Et bon. Mais encore une fois, la halakha, achitov, d'écrire avec un roseau. C'est vrai. Pour avoir des belles lettres, c'est très compliqué avec un roseau. C'est pas flexible comme une plume. Une plume, tu joues avec. Tu peux manœuvrer. Avec le roseau, tu peux moins manœuvrer. Mais ces roseaux que j'ai acheté des roseaux spéciaux pour faire. Et ben, c'est fort. Et ça, c'est les halachot. Alors, Sefer, Dio, Komus, Kankantom, tout ça, c'est du lechatchila.